toute la journée, bien sûr, vous vous en doutez, à Berlin, à l'est, à l'ouest et même sur le mur, l'allégresse de la nuit dernière s'est poursuivie. Il n'y a pas qu'à Berlin qu'on ait fait la fête et dansé toute la nuit. Rita était serveuse à Magdebourg. En entendant l'incroyable nouvelle, elle n'a pas hésité longtemps. Elle embrasse son fils. Pour elle, l'Allemagne de l'Est, c'est fini. En une seule nuit, le monde a changé. Et ça a commencé par une phrase mal comprise à la télé. On est le 9 novembre 1989 et là, des milliers de Berlinois se massent aux postes frontières. Certains pleurent, d'autres hurlent de joie, tous veulent passer. Et les gardes ne tirent pas. Et cette nuit-là, le mur de Berlin tombe. Mais ce n'est pas juste un mur qui s'effondre, c'est un régime, une époque, une frontière entre deux mondes. Ce soir, on replonge ensemble dans l'une des nuits les plus inattendues et les plus puissantes du XXe siècle. Et tu vas voir que personne, même à Berlin, ne savait vraiment ce qui allait se passer. C'est parti. Berlin 1989. La ville est coupée en deux depuis près de 30 ans. D'un côté, Berlin-Ouest, vitrine du monde libre soutenue par les alliés occidentaux. De l'autre, Berlin-Est, capitale d'un régime communiste sous influence soviétique. Entre les deux, un mur de béton lent de 155 km, hérissé de tours de surveillance, de barbelés et de zones interdites. Depuis sa construction en 1961, le mur de Berlin est le symbole brutal de la guerre froide, séparant des familles et des amis du jour au lendemain. Plus de 136 personnes ont été tuées en tentant de le franchir clandestinement au fil des ans. Les autres ont dû renoncer à toute liberté de mouvement, prisonniers d'un État qui surveille et contrôle chaque sortie du territoire. En cette fin des années 80, la tension est à son comble. Partout dans le bloc de l'Est, les dictatures vacillent. En Pologne, le syndicat Solidarność remporte des élections en juin 1989. En Hongrie, le rideau de fer commence à s'entrouvrir. Des milliers d'Allemands de l'Est fuient déjà par la frontière hongroise ouverte vers l'Autriche. Ces Allemands de l'Est, 600 au total, ont pu franchir la frontière hongroise pour rejoindre l'Autriche et enjamber le fameux rideau de fer qui séparait l'Ouest de l'Est. En Allemagne de l'Est, la contestation monte. Depuis septembre, des manifestations pacifiques rassemblent chaque semaine des dizaines de milliers de citoyens qui réclament des réformes et la liberté de circuler. Le pouvoir commence à flancher. En octobre, le leader historique Erich Honecker est écarté, remplacé par un réformateur modéré, Egon Krenz. Mais le régime communiste reste autoritaire. Personne n'imagine alors que le mur puisse tomber sans violence. Deux ans plus tôt à peine, en 1987, le président américain Ronald Reagan, en visite à Berlin, avait lancé « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ». Beaucoup avaient souri car le mur semblait destiné à durer encore des décennies. If you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Et pourtant, la nuit du 9 novembre 1989, l'impensable va se produire. Et tout commence par un moment de confusion totale, né d'une simple conférence de presse. Private travel outside the country can now be applied for. Mercredi 9 novembre 1989, fin d'après-midi à Berlin-Est, dans la salle de presse internationale bandée du centre de presse gouvernemental, les journalistes s'attendent à un compte-rendu sans surprise de la dernière réunion du comité central. La conférence de presse débute à 18h, dirigée par Günther Schabowski, membre du Politburo est-allemand et porte-parole du parti. L'ambiance est terne, presque routinière. Schabowski lit d'une voix monotone des décisions du parti. On parle de changements au sein de la direction, de réformes électorales, puis il aborde le dernier point, passé presque inaperçu à l'ordre du jour.
de nouvelles règles de voyage pour les citoyens de la RDA. Alors pour bien faire la différence, la RDA veut dire République démocratique allemande. Du coup, les citoyens de la RDA sont tout simplement les habitants de l'Allemagne de l'Est, alors que la RFA concerne la République fédérale d'Allemagne, qui signifie simplement l'Allemagne de l'Ouest. Schabowski n'a pas participé à la réunion sur ce sujet sensible et ne maîtrise pas son dossier. Juste avant de venir, on lui a refilé à la hâte une note écrite par Egon Krenz en personne, annonçant des assouplissements du contrôle aux frontières. Il lit ce mémo en direct, d'une voix hésitante. Les journalistes, interloqués, comprennent qu'on envisage enfin de laisser les Allemands de l'Est voyager plus librement, une première depuis la construction du mur. L'agitation grandit. Les correspondants étrangers se pressent de poser des questions. Riccardo Hermann de l'agence italienne ANSA l'interrompt pour clarifier. De quoi s'agit-il exactement ? Schabowski, décontenancé, cherche ses mots. Il finit par expliquer qu'un nouveau règlement a été décidé pour autoriser les sorties du territoire par tous les points de passage, y compris ceux vers Berlin-Ouest. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Stupeur dans la salle. C'est une annonce historique si elle est vraie. Les journalistes s'agitent. Quand tout ça entre-t-il en vigueur ? Peter Brinkmann du Bild Zeitung relance la question. Schabowski fouille ses notes, fronce les sourcils. Après quelques secondes d'hésitation, il lâche. À ma connaissance, ça prend effet immédiatement, sans délai. Immédiatement, sans délai ? Ces mots résonnent. Schabowski lui-même semble surpris de les avoir prononcés. Un de ses collègues tente de le rectifier discrètement, en vain. Un journaliste demande alors si cette nouvelle liberté de voyager s'applique aussi au passage vers Berlin-Ouest. Schabowski, un peu perdu, hausse les épaules et lit la ligne suivante de son mémo. Oui, cela vaut aussi pour Berlin-Ouest. Cette fois, plus de doute possible. Le mur de Berlin, du moins administrativement, n'est plus une barrière infranchissable. Il est 19h et Schabowski abrège précipitamment la conférence de presse alors que les reporters de leur côté s'empressent pour transmettre la nouvelle au monde entier. Schabowski lui-même, encore confus, réaffirmera quelques minutes plus tard face aux caméras que oui, tout le monde peut partir dès maintenant. C'est une nouvelle juste incroyable. En fait, il ne réalise pas qu'avec ces quelques mots un petit peu improvisés, il vient sans le savoir d'ouvrir une brèche dans le rideau de fer. À peine l'annonce de Schabowski est-elle diffusée que la nouvelle se propage à une vitesse fulgurante. À 19h04, l'agence de presse ouest-allemande publie l'information dans les téléscripteurs. Les citoyens de la RDA peuvent franchir la frontière immédiatement. Les journaux télévisés de l'Ouest s'ouvrent sur ce flash extraordinaire. À 20h, le présentateur Hans-Joachim Friedrich déclare gravement à l'antenne « Ce 9 novembre est un jour historique. La RDA a annoncé que dès maintenant, ses frontières sont ouvertes à tous. Les portes du mur sont grandes ouvertes. » Ce soir-là, des milliers de familles est-berlinoises entendent ces mots incroyables dans leur salon. Est-ce que cela signifie qu'on peut y aller ? Personne n'y croit tout à fait, mais l'espoir est trop fort. Bientôt, des petits groupes de citoyens osent sortir dans la nuit froide et se dirigent vers les postes frontières de la ville. Le bouche à oreille fait le reste. À chaque coin de rue de Berlin-Est, on se chuchote la nouvelle. Schabowski a dit qu'on pouvait passer. Encore prudents, certains emportent passeport et quelques affaires sans savoir s'ils pourront revenir. D'autres imaginent qu'il s'agit peut-être d'un piège ou d'un malentendu. Malgré la peur, l'envie de vérifier l'emporte. De l'autre côté, à Berlin-Ouest, les habitants entendent aussi la nouvelle et, stupéfaits, se rapprochent du mur pour voir si quelque chose se passe. En quelques heures, une foule compacte s'agglutine des deux côtés des points de contrôle. Bornholmer Straße au nord, Checkpoint Charlie en plein centre et Sonnenallee au sud. Toute la ville retient son souffle. Mais le problème, c'est que du côté des soldats est-allemands, eux, n'ont reçu aucun ordre précis. Ils ne comprennent pas pourquoi, tout d'un coup, des foules entières se forment en pleine nuit devant les postes frontières. Certains sortent leur passeport, d'autres supplient juste qu'on les laisse passer. La confusion est totale. Et là, un officier de la Stasi entre en jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Stasi, c'était la police secrète du régime est-allemand. C'est l'un des services de surveillance les plus redoutés au monde. Et là, ils ordonnent aux gardes de préparer des tampons spéciaux. Et en fait, à travers ces tampons spéciaux, l'idée de la Stasi, c'était de laisser sortir les plus agités, mais en annulant leur droit de retour.
En clair, s'ils quittent la RDA, ils ne reviendront jamais. Et du coup, en imposant un exil à vie, ils espéraient du coup calmer la foule avec ça en se disant que ça allait les dissuader. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Plus les manifestants apprennent ce stratagème et plus ils se rassemblent. Et certains disent « Schabowski l'a dit, laissez-nous passer !» D'autres hurlent en allemand « Tor auf, Tor auf !» ce qui veut dire « Ouvrez la porte !» La situation commençait à devenir ingérable. Au poste frontière de Bornholmer Strasse, la tension monte. Ce pont qui passe au-dessus des voies ferrées devient le point de ralliement. Vers 21h, ils sont déjà plus de 500, puis 1000 massés devant la grille métallique. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées, c'est toute la population de Berlin-Est qui semble s'être donné rendez-vous là, dans le froid de la nuit de novembre. Du jamais vu. En face, une poignée de gardes frontières en uniforme bloque la grille, face à la foule qui grossit. Ils sont tendus. Ils savent que si les gens forcent le passage, ils devront réagir. Est-ce qu'ils doivent tirer ? Personne ne veut revivre la manifestation qui s'est terminée par un massacre récemment à Pékin. En effet, en juin de la même année, le régime chinois a réprimé dans le sang les manifestations de la place Tiananmen. À Berlin-Est, certains craignent un scénario similaire, mais ce soir, aucun ordre clair n'arrive d'en haut. Les officiers supérieurs, réveillés en urgence, refusent de prendre la responsabilité d'un bain de sang. Dans leur caserne, les soldats est-allemands attendent, le doigt sur la gâchette et l'oreille collée au combiné du téléphone. Parmi ces gardes frontières postés à Bornholmer Strasse se trouve Harald Jäger, 46 ans, lieutenant-colonel au service de la sécurité depuis presque 3 décennies. Jäger a consacré sa vie à la protection de cette frontière. Il a vu le mur se construire, se consolider, devenir cette forteresse apparemment indestructible. Loyal envers le régime, il a longtemps cru au système communiste. Ce soir du 9 novembre, Jäger est en pause dîner lorsqu'il aperçoit à la télévision la conférence de presse de Schabowski. Il n'en croit pas ses oreilles. « Qu'est-ce que c'est que ces idioties ?» lâche-t-il en entendant l'annonce confuse du politicien. « Comment peut-on déclarer les voyages libres immédiatement sans même prévenir ceux qui gardent les frontières ?» Jäger comprend instantanément les conséquences. Si les gens de l'Est apprennent ça, ils vont se ruer aux postes frontières. Et c'est exactement ce qui se produit. Pourtant, aucune instruction officielle ne lui parvient. Rien. Plus tard, il racontera son ahurissement. On ne nous a rien dit, on a juste vu la foule. J'espérais que quelqu'un me dise « Harald, ouvre donc, on va les laisser partir. » Mais personne n'osait le faire. Très vite, Harald Jäger se retrouve au pied du mur, littéralement. Et face à lui, il a des milliers de citoyens qui crient, qui pleurent, qui implorent. Et derrière lui, il a 46 gardes armés qui attendent ses ordres. À 21h, il téléphone à ses supérieurs pour leur demander que doit-on faire. Et la voix au bout du fil est aussi désemparée que lui. Tenez bon, on vous rappelle. Et les minutes passent, la foule grossit encore et 1 heure plus tard, vers 22h, il téléphone à nouveau à la hiérarchie qui ne donne toujours aucune directive claire. Il sent la pression monter, Jäger, et puis on lui répète de gérer au mieux et d'éviter tout usage de la force sans plus de précision. Et Jäger commence à s'énerver, il insiste pour avoir une marche à suivre claire, et là, rien, débrouillez-vous. En tout, il appellera 7 à 8 fois ce soir-là. Ses propres soldats commencent à trembler. Et si la foule force vraiment le passage ? Si ça continue, ils vont nous arracher nos armes et il y aura un massacre, songe Jäger, en regardant ces hommes mettre la main sur leurs pistolets mitrailleurs. Il faut prendre une décision et vite. Harald Jäger n'est pas le seul acteur clé de cette nuit décisive. Là, on voit qu'il y a toute une foule qui est réunie à Bornholmer Strasse. On trouve des milliers de destins. Il y a des familles, des étudiants, des ouvriers qui ont tous en commun d'avoir attendu ce moment toute leur vie. Et parmi eux se trouve par exemple Angela Merkel, une chimiste de 35 ans qui travaillait à l'Institut de physique de Berlin-Est. Et ce soir-là, comme tant d'autres, Angela Merkel a entendu justement l'incroyable nouvelle. Elle a d'abord cru que c'était une erreur, puis elle était quand même intriguée, donc elle est sortie faire un tour. Et elle se retrouve bientôt emportée par la foule. Elle va même confier plus tard qu'elle a fini par traverser de l'autre côté et s'offrir une bière pour fêter ça avant de rentrer dormir sans imaginer qu'elle deviendrait un jour la chancelière de l'Allemagne réunifiée. À quelques mètres de Merkel, il y a sans doute aussi des étudiants comme Thomas et Catherine, la vingtaine, qui se tiennent par la main en grelottant. Plus loin, un homme de 50 ans garde un œil sur son Dieu père en larmes, qui n'aurait manqué cette nuit pour rien au monde.
Chacun de ces anonymes a ses raisons d'être là, mais tous partagent la même soif de liberté, mêlée d'angoisse dans l'attente de l'instant qui va faire bousculer leur vie. Pendant ce temps, à l'ouest, d'autres vivent intensément ces heures historiques. Des journalistes accourent côté ouest du mur pour filmer l'attroupement insolite. Les caméras de télévision éclairent par moments la scène de leurs projecteurs. Des Berlinois de l'ouest se massent le long des checkpoints de leur côté, espérant entrevoir des visages familiers. À Checkpoint Charlie, un reporter de la CNN commente en direct, dans un anglais fébrile, la foule au loin derrière la barrière. Sur la Potsdamer Platz, un journaliste de la radio américaine de Berlin tend son micro à une dame âgée dont la voix tremble d'émotion. « J'attends ma sœur, je ne l'ai plus revue depuis 28 ans !» Ces témoignages poignants en direct font monter l'attente et l'émotion de tout un peuple, de toute une planète même, car le monde entier a les yeux rivés sur Berlin cette nuit-là, par écran interposé. « 22h30, puis 23h. Au poste de Bornholmer Strasse, Harald Jäger voit bien que la situation est devenue ingérable. Toujours aucune instruction claire, aucun renfort. Il se sent terriblement seul. À cet instant, il est sans doute l'un des hommes les plus puissants de la planète sans le vouloir. De sa décision dépend le sort de la foule devant lui, et peut-être l'avenir de l'Allemagne. Jäger s'approche de la barrière. Il voit des visages rouges de froid et d'inquiétude de l'autre côté de la grille. Des centaines de regards suppliants fixés sur lui. Il faut faire un choix. Jäger prend alors une décision irrévocable. Il ordonne à ses hommes d'ouvrir les postes de contrôle et de laisser tout le monde passer librement. Sur le moment, ses subordonnés n'en croient pas leurs oreilles. Ouvrir ? Vraiment ? Jäger doit répéter lors 2 fois d'une voix forte. « Ouvrez la barrière ! Laissez-les passer !» Un silence stupéfait tombe, comme si le temps se figeait. Puis, dans un grincement métallique, la lourde barrière de Bornholmer Strasse se lève. Il est 23h15 environ quand le premier groupe d'Est berlinois, incrédules, s'avance prudemment. Un officier leur fait signe de passer sans même contrôler leurs papiers. Il hésite une seconde, est-ce un piège ? Puis un homme pousse un cri de triomphe en franchissant la ligne. Il est de l'autre côté, le mur est ouvert. L'information se propage en un éclair d'un poste frontière à l'autre. Bornholmer est ouvert. Aussitôt à Checkpoint Charlie, à Invalidenstrasse, à Oberbaumbrücke, les gardes craquent à leur tour et lèvent les barrières. On ouvre grand les grilles, on pousse même quelques morceaux de barbelés pour élargir le passage. C'est un moment historique. Et partout, les soldats laissent faire. Aucun ne veut être celui qui va tirer sur une foule pacifique. Et après presque 3 décennies de cloisonnement, le mur de Berlin est en train de céder. Non pas sous des coups de canon, mais sous les acclamations. Harald Jäger, lui, reste un instant figé, sidéré par ce qu'il vient de faire. Il s'attend presque à voir débarquer des renforts de la Stasi pour l'arrêter. Mais personne ne vient. À mesure que des flottes de personnes passent devant lui en courant et en riant, il recule de quelques pas. Ses jambes tremblent, il éclate en sanglots, discrètement, en silence. Des larmes de soulagement, la confrontation s'est terminée sans une goutte de sang, mais aussi des larmes de frustration envers ses supérieurs qui l'ont abandonné, et des larmes de profonde tristesse, car il réalise que tout ce en quoi il avait cru, ce monde qu'il servait depuis 28 ans, est en train de s'effondrer. À cet instant précis, sur le pont de Bornholmer Strasse, un homme pleure la fin d'un régime, pendant que des milliers d'autres célèbrent la conquête d'une liberté. Une explosion de joie secoue Berlin. Du côté de Bornholmer Strasse, dès la barrière ouverte, c'est la ruée. Il y a des dizaines puis des centaines d'habitants de l'Est qui déboulent en courant vers Berlin-Ouest. Sur le pont qui enjambe la frontière, on s'embrasse, on rit, on pleure. Un garde-frontière est-allemand, submergé par l'émotion, tape amicalement l'épaule d'un Berlinois de l'Ouest. La foule se mélange. Personne ne s'était préparé à un tel moment. Des inconnus tombent dans les bras les uns des autres. Des couples se forment le temps d'une nuit. Un policier de l'Ouest enlace un soldat de l'Est en lui tapant dans le dos. « Ça y est, camarade, c'est fini !» Et là, on assiste à des scènes surréalistes qui ont lieu un peu partout. À la frontière de Invalidenstrasse, il y a des militaires britanniques en poste, parce que les Alliés occupaient encore Berlin-Ouest, et ils voient arriver des familles entières depuis l'Est. Et là, imagine-toi qu'il y a des soldats qui ont improvisé une haie d'honneur, et certains ont même ressorti une cornemuse d'Écosse pour marquer le coup.
Au poste de Checkpoint Charlie, il y a même des Américains qui offrent des bonbons et des drapeaux US aux gamins est-allemands qui sont encore stupéfaits. Partout, les Berlinois de l'Ouest accueillent les nouveaux venus avec des fleurs, des coupes de champagne, de la bière, tout ce qui peut servir à trinquer et à fêter ça. Les Allemands de l'Est, eux, se mettent à crier « Wir sind ein Volk !» Nous sommes un seul peuple, comme pour dire que la séparation absurde est enfin terminée. Pendant ce temps, au pied du mur lui-même, la fête bat aussi son plein. Près de la porte de Brandenburg, symbole de la division, un petit groupe de jeunes de l'Ouest s'est rassemblé. Parmi eux, un étudiant britannique prénommé David observe l'immense structure de béton gris qui l'a toujours fasciné. Soudain, un jeune homme de l'Est saute d'un bond agile et attrape le rebord du mur. Il jette un coup d'œil de l'autre côté, puis se laisse retomber. Personne ne réagit, pas de sirène, pas de coup de feu. Alors avec un sourire énorme, il se hisse en haut du mur et se dresse debout dessus, en équilibre, bras levés. La foule retient son souffle et éclate en applaudissements. Voyant qu'aucun garde ne tire, d'autres escaladent par la suite. En quelques minutes, le sommet du mur est noir de monde, de jeunes surtout, qui agitent des drapeaux, qui dansent et qui s'embrassent. David lui-même finit par grimper et immortalise la scène avec son appareil photo. Sur la photo un peu floue qu'il prendra, on distingue une dizaine de silhouettes euphoriques sur la crête du mur, baignant dans la lumière des réverbères. Une image impensable quelques heures plus tôt. Et que dire des retrouvailles? Au fil de la nuit, des scènes profondément émouvantes se jouent au poste frontière. À Rudove, au sud de la ville, un Berlinois de l'Ouest fait les 100 pas devant la barrière enchaînant cigarette sur cigarette. Un journaliste l'aborde. « Vous attendez quelqu'un » L'homme acquiesce, la gorge serrée. « Oui, ma fille. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vue » « 26 ans, répond-il simplement, le regard fixé vers l'Est. À peine a-t-il fini sa phrase qu'une silhouette apparaît de l'autre côté. L'homme écarquille les yeux, il reconnaît cette femme qui avance vers lui timidement. « Papa » souffle-t-elle. Le père et la fille s'étreignent comme si plus rien au monde n'existait autour. Ils ne sont pas les seuls. Partout, des proches séparés depuis des décennies tombent dans les bras les uns des autres. Frères et sœurs, parents et enfants, amis d'enfance, tant de liens brisés par le mur se renouent en cette nuit magique. Des anonymes partagent aussi cet instant. Des habitants de Berlin-Ouest invitent spontanément chez eux des inconnus de l'Est pour boire un café, se réchauffer, discuter comme de vieux amis. La ville vit un moment d'unité intense, effaçant en quelques heures près de 30 ans de séparation. Aux premières lueurs du 10 novembre 1989, Berlin est une ville méconnaissable. Des milliers de personnes déambulent encore dans les rues, choquées mais heureuses, brassant l'air frais du matin comme pour s'assurer qu'elles ne rêvent pas. Le mur, lui, tient toujours debout physiquement, mais il a perdu sa raison d'être. En quelques heures, ce mur qu'on pensait infranchissable s'est ouvert de partout, traversé par des foules en marche. Les autorités est-allemandes, dépassées par les événements, annoncent dans la nuit l'ouverture officielle de plusieurs autres points de passage, entérinant de fait ce que le peuple a déjà accompli. La frontière intérieure allemande, qui divisait le pays en deux depuis l'après-guerre, est en train de s'évanouir. Passage de Leipzig, dernier préparatif avant l'ouverture de la 4e brèche du week-end. Cette nuit du 9 au 10 novembre 1989 restera dans l'histoire comme la nuit où le mur est tombé. La nuit où tout un peuple a conquis sa liberté sans tirer un seul coup de feu. Et absolument personne n'avait prévu cette révolution pacifique. Elle est née d'une suite de hasards, d'erreurs bureaucratiques et de décisions courageuses. Parce que honnêtement, qui aurait pu prévoir qu'un fonctionnaire mal préparé allait annoncer trop tôt une mesure mal ficelée? Que en plus la télévision occidentale allait amplifier l'information en temps réel et qu'ailleurs, des milliers de citoyens ordinaires allaient forcer pacifiquement la main aux dirigeants et que finalement, un simple officier allait prendre sur lui d'ouvrir la frontière. Cette suite d'événements improbables a abouti à l'un des moments les plus émouvants du XXe siècle. Surtout, cette nuit a révélé le meilleur de l'âme humaine. On a vu des gardes normalement ennemis de leur peuple refuser d'appuyer sur la détente. On a vu des hommes et des femmes ordinaires autrefois séparés par un mur de propagande se reconnaître comme frères et sœurs d'une même nation.
On a vu des inconnus se tendre la main, s'offrir des fleurs, du champagne, du café dans une immense étreinte collective. En quelques heures, la méfiance, la peur ont laissé place à la solidarité et à la fête. Bien sûr, tout n'est pas terminé au petit matin. Les deux Allemagnes ne sont pas encore réunifiées. Il faudra encore attendre des mois de négociations jusqu'au 3 octobre 1990. Mais plus rien ne sera comme avant. Le mur a perdu sa fonction. Et bientôt, il sera physiquement démantelé par ces piqueurs de murs, venus avec marteau et burin et faire des souvenirs colorés. Dans les jours qui suivent, la frontière disparaît peu à peu du paysage et de la vie des gens. Berlin redevient une ville unique. En tout cas, on espère que des événements aussi positifs arriveront durant cette année 2026. D'ici là, n'oublie pas que la chute de ce mur, c'est aussi la preuve qu'aucune frontière n'est faite pour durer. Merci d'avoir écouté ce récit jusqu'au bout. J'espère que cette histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton petit pouce bleu. Ça soutient vraiment la chaîne. Et dis-moi en commentaire ce que la chute de ce mur t'évoque et ce que ça t'inspire aujourd'hui. En attendant, prends soin de toi et moi je te dis à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Ciao!